Bonjour. Donc c'est moi qui vais commencer à essayer de lier les questions d'énergie et de climat, et ensuite Benjamin rentrera davantage dans le dur des questions énergétiques et en particulier du nucléaire. Alors pour ce qui est donc du lien entre énergie et climat, je voudrais dire en préalable que les accidents nucléaires qui se répètent, qui se multiplient, dont certains comme Fukushima extrêmement graves, associés au fait que les ressources fossiles que nous croyions précédemment absolument illimitées, aujourd'hui connaissent un pic, en tout cas pour les ressources fossiles facilement extractibles, disons conventionnelles. Et en même temps, donc, on a un phénomène de changement climatique, de réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Si on regroupe ces événements, on se rend compte qu'aujourd'hui, aucune sortie de la crise du modèle dans lequel nous sommes, ne pourra faire l'impasse sur la contrainte énergétique. Il est impensable d'établir une transition vers d'autres sociétés sans tenir compte de la contrainte énergétique. Et ceci est particulièrement délicat parce que dans les représentations dominantes dans nos sociétés, et très largement partagées encore, il y a l'idée que l'accès à une quantité illimitée d'énergie est la condition de la prospérité, voire la condition de la survie. On a lié dans nos sociétés la survie, la prospérité, avec l'accès à une quantité illimitée d'énergie. Or, ceci, aujourd'hui, on le sait, n'est plus possible, d'où les difficultés à véritablement penser la transition tant que nous associons prospérité, survie à augmentation de la consommation d'énergie. Et dans cette introduction, je voudrais peut-être rappeler ici un texte qu'avait écrit Ivan Illich en 1973, qui est disponible sur Internet pour ceux qui veulent le lire, ou dans les œuvres d'Illich qui ont été publiées récemment, qui s'appelle « Énergie et équité ». C'est un texte qui était proprement visionnaire, comme beaucoup de textes d'Illich d'ailleurs. Je vous lis juste 2 phrases. « L'utilisation de hauts quanta d'énergie viole la société et détruit la nature. » Ce qui est important, détruit la nature, nous en sommes bien conscients, mais l'utilisation des hauts quanta d'énergie viole la société. Et plus loin, il dit « Pour que les rapports sociaux soient placés sous le signe de l'équité, il faut qu'une société limite d'elle-même la consommation d'énergie de ses plus puissants citoyens. » On retrouve là des éléments de la pensée d'Illich, que je ne vais pas développer bien sûr. C'est l'idée d'un seuil à partir duquel ce qui est un bienfait, je prends par exemple le cas de l'électricité, personne aujourd'hui ne remettra en cause, bien entendu, l'utilisation de l'électricité. En revanche, Illich nous invite à analyser, à comprendre comment, à un moment donné, et à partir de quel seuil, l'électricité qui était une fée, la fée électricité, s'est vraiment transformée en sorcière, je dirais, et à engager des transformations économiques, des transformations sociales, en particulier en France avec le développement du nucléaire, mais ailleurs aussi, qui, comme le dit Illich aussi, centralise considérablement la production et dépossède progressivement les citoyens de l'autonomie qu'ils avaient quant à leurs besoins énergétiques. Donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre aujourd'hui pourquoi nous devons drastiquement réduire notre consommation d'énergie sans que pour autant l'idée de prospérité, de bien-être, bien entendu, soit remise en cause. Et Illich aussi nous invite à réfléchir parce qu'il nous dit « il n'y a pas de crise de l'énergie ». Alors ça, c'est assez intéressant. Il n'y a pas de crise de l'énergie. En soi, il y a une crise de système énergétique. Il y a une crise de notre système énergétique. Et si, à la suite de sa pensée, je prends l'exemple des énergies fossiles, si nous restons dans notre modèle dominant, dans notre représentation dominante, notre paradigme, nous allons dire nous n'avons plus assez d'énergie fossile.
C'est ce qui est dit dans les modèles économiques. L'énergie fossile est devenue physiquement rare. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut chercher maintenant d'autres énergies fossiles, les gaz de schiste, etc., moins conventionnelles. Donc c'est considéré comme rare. Et donc il faut en chercher d'autres pour pallier cette rareté. En fait, si on suit Illich, et si on suit aussi aujourd'hui ce qui se passe concernant le changement climatique, en fait, des énergies fossiles, nous en avons trop. Il y en a encore trop dans le sous-sol, parce que si nous exploitons aujourd'hui toutes les énergies fossiles que nous avons dans le sous-sol, pétrole, houille, etc., eh bien jamais nous ne parviendrons à maintenir le réchauffement climatique dans les objectifs vraiment minima, même qu'a donné le GIEC, c'est-à-dire plus 2 degrés Celsius à l'échelle 2050. Et dans les nouvelles recherches, c'est plus 1 ou plus 1,5, puisqu'on sait qu'au-delà de ce réchauffement, il y a des phénomènes d'emballement climatique que nous ne pourrons pas maîtriser. Et donc, ceci nous invite à modifier le regard, à changer notre regard. Des énergies fossiles, nous en avons trop aujourd'hui encore sous terre. Et nous devons apprendre à nous dire que même s'il y en a, nous ne devons pas les exploiter. Si nous voulons, si nous sommes conscients que nous devons absolument réduire les émissions de dioxyde de carbone, les émissions de CO2 dans l'atmosphère pour contenir le climat dans les limites, dans des limites encore supportables par les sociétés humaines. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète continuera sa vie sans nous s'il le faut. Il s'agit bien de la vie des sociétés humaines sur la planète. Donc, la crise que nous vivons n'est pas une crise de l'énergie, c'est bien une crise d'un modèle énergétique et d'un modèle économique. Alors je voudrais revenir un petit peu sur la crise du modèle, justement, ce que nous a enseigné aujourd'hui concernant la crise du modèle, les connaissances que nous avons sur les dérèglements climatiques. Nous savons que la part majeure de l'accélération du réchauffement climatique depuis 2 siècles est liée au fait que nous sommes passés, à partir du XVIIIe siècle, plus ou moins rapidement selon les pays, nous sommes passés d'énergie, de l'utilisation d'énergie qui étaient des énergies renouvelables, c'était le vent, c'était l'eau, l'énergie animale aussi, voire l'énergie humaine. Nous sommes passés à l'utilisation d'énergie fossile. D'abord le charbon et ensuite le pétrole. Et ceci s'est généralisé à l'échelle de tous les pays qui sont les pays industriels. La fin du XVIIIe siècle est vraiment la phase de rupture. Eh bien, si nous regardons aussi ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est à partir de cette période-là, que les émissions de CO2 dans l'atmosphère commencent à s'accumuler avec une augmentation importante dès la fin du XVIIIe siècle, une augmentation continue, et une accélération très nette de l'augmentation à partir de 1945, dans la période que nous avons appelée les 30, entre guillemets, glorieuses, et qui ont amené chez nous la croissance, l'idée d'une croissance infinie, etc., etc. Et donc cette connaissance que nous avons, ce savoir que nous avons, qui nous dit qu'aujourd'hui l'humanité est devenue une véritable force géologique, modifie les représentations que nous avons de nos sociétés et de la Terre. Nous avions l'habitude de penser l'histoire de la Terre comme une histoire au long cours à laquelle les sociétés pouvaient être indifférentes. Aujourd'hui, nous savons que l'histoire de la Terre et l'histoire des sociétés se rejoignent puisque les activités humaines, ce qu'on appelle le changement anthropique, les activités humaines modifient sensiblement le climat, sont capables de modifier le climat. Et ceci a été engagé il y a maintenant donc 2 siècles. Si bien qu'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle ère géologique quasiment dans laquelle nous sommes, qu'on appelle l'Anthropocène. Ça veut dire une ère géologique dans laquelle l'humanité est devenue en tant que telle par ses activités une force qui modifie l'histoire de la Terre. Et donc on ne peut plus envisager les activités humaines, les activités sociales, les activités économiques, indépendamment de l'histoire de la Terre et donc des sciences naturelles. On ne peut plus envisager les sciences sociales, les sciences humaines, en dehors des sciences naturelles. On ne peut plus envisager l'activité économique comme un système complètement autonome
qui peut puiser de l'énergie, qui peut puiser des matières, hein, et qui peut à l'infini puiser ses ressources pour entretenir la machine économique, le système économique et donc le système énergétique est un sous-système d'un système beaucoup plus large qui l'englobe, qui s'appelle la biosphère. Et donc ça, aujourd'hui, nous le savons. Alors, parfois, nous ne le croyons pas, hein, mais les études scientifiques toutes convergent, hein, pour nous dire que nous ne pouvons plus envisager l'indépendance des sociétés humaines par rapport aux lois de la nature. On ne peut pas échapper aux lois de la nature. Et je repense aux manifestants de Copenhague lors du sommet climatique de Copenhague qui disaient dans la rue, qui chantaient, souvent très jeunes, « On ne négocie pas avec la nature ». C'est-à-dire que dans la société, nous pouvons négocier, plus ou moins, ça dépend des situations, mais on peut, dans la dimension économique, dans la dimension sociale, il y a de la négociation possible. En revanche, hein, avec la Terre, hein, avec tout le système climatique et les écosystèmes, on ne peut pas négocier. Nous sommes obligés, pour concevoir notre manière de produire, de consommer, et donc nos systèmes énergétiques, nous sommes obligés de composer, de faire avec et non pas contre la nature. La crise du modèle énergétique, donc, n'est pas simplement, est en même temps une crise, je voulais dire, du modèle politique et du modèle démocratique. Et ceci complique considérablement les possibilités de la transition. En tout cas, nous devons comprendre pourquoi c'est en même temps une crise du modèle politique et du modèle démocratique si nous voulons envisager correctement la transition. En effet, dans les pays industriels, quasiment tous les régimes politiques démocratiques, avec ce que nous savons de ces démocraties-là, mais tous ces régimes démocratiques sont liés à l'augmentation et à la disposition de ressources naturelles très bon marché. Ces régimes démocratiques qui ont assuré une certaine prospérité matérielle, qui ont assuré même la possibilité de droits sociaux, sont très liés, et je prends l'exemple du système européen qui aujourd'hui, dont on connaît la crise aujourd'hui, ont pu construire ce système économique et social, notamment après 1945, parce qu'ils ont bénéficié notamment d'un pétrole extrêmement bon marché. Le prix du pétrole, le prix réel du pétrole, était identique en 1970, c'est-à-dire juste avant le choc pétrolier, le premier choc pétrolier, et en 1920. Entre 1920 et 1970, le pouvoir d'achat du pétrole, le prix réel du pétrole, n'avait pas augmenté. Donc nous avons bénéficié, pour construire nos systèmes économiques et sociaux, d'une énergie qu'on croyait illimitée d'ailleurs, absolument abondante et bon marché, liée aussi à toute notre politique coloniale ou politique impérialiste pour l'impérialisme américain. Et donc il y a eu une véritable illusion, et la croyance en la possibilité d'une croissance économique infinie. Et y compris les politiques social-démocrates se sont lovés là-dedans, dans cette idée de croissance économique infinie, en disant que cette croissance économique infinie, grâce, ça ce n'était pas dit, grâce à ces matières premières bon marché, eh bien, allait permettre la justice sociale parce que c'est plus facile de partager un gros gâteau qu'un petit gâteau, c'est plus facile d'être juste en partageant un gros gâteau. Et donc, on peut parler véritablement, quasiment, d'un pétro-pouvoir. Et à ce titre-là, je vous conseille un petit livre qui vient de sortir, qui s'appelle Pétrocratia. C'est un Américain qui a écrit ceci, Timothy Mitchell, qui montre comment ce sont les démocraties industrielles, nos démocraties, se sont construites vraiment autour de l'idée d'une énergie bon marché et de l'infinitude complète de l'accès à l'énergie. Et donc, dans la mesure où nous avons lié notre démocratie à l'abondance matérielle, aujourd'hui la difficulté que nous avons, c'est à penser la démocratie, une transition démocratique, sans la coller à l'idée de énergie bon marché, énergie abondante et abondance matérielle.
Là, c'est la plus grande difficulté que nous avons sans doute à affronter, retrouver des ressorts de la démocratie qui ne soient pas les ressorts d'une démocratie de consommation, d'une démocratie liée à l'accumulation de richesses matérielles. Dernier point que je voudrais traiter, c'est comment la crise climatique aujourd'hui, comment les solutions qui sont données aujourd'hui de manière majoritaire à la crise climatique engendre cette fuite en avant qui est le sujet, fuite en avant énergétique, qui est vraiment le sujet de cette conférence. Si nous ne changeons pas de paradigme énergétique et de paradigme de société, pour lutter contre le changement climatique, il faut trouver des énergies de remplacement. Et aujourd'hui, l'essentiel des recherches, des travaux concernant ce qu'on appelle l'économie du changement climatique, c'est comment remplacer l'économie à partir de l'énergie fossile par d'autres formes d'énergie qui permettraient de résoudre le problème des émissions de CO2. Il n'y a pas véritablement, dans les solutions qui sont données aujourd'hui dans le cadre onusien, il n'y a pas de politique véritable de diminution de la quantité d'énergie consommée et utilisée. Donc c'est comment remplacer ces énergies fossiles. Et on va pour cela mettre en place tout un système, que je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra y revenir si vous voulez dans le débat, tout un système, toute une nouvelle comptabilité qu'on appellera la comptabilité carbone, qui a pour but, si vous voulez, d'arriver à de susciter des comportements efficaces, des comportements vertueux dans le fait de ne pas émettre de CO2 dans l'atmosphère. Et si bien qu'aujourd'hui, une grande partie des biens naturels, les forêts, les sols, les plantes, etc., vont être comptabilisées, vont être réduites à la capacité du carbone qu'elles sont capables de séquestrer. Le carbone devient quasiment aujourd'hui à nouveau une monnaie universelle qui permet de juger du caractère vertueux ou pas des différentes politiques en matière de changement climatique. Mais pour cela, il a fallu donner un prix au carbone, pour justement susciter des comportements vertueux, faire qu'on évite d'avoir des activités qui libèrent du carbone et au contraire qu'on privilégie des activités qui ne libèrent pas du carbone. On a organisé, dans le cadre du protocole de Kyoto, dans le cadre des négociations climatiques internationales, dans le cadre de ce traité international-là, qui est le protocole de Kyoto, on a organisé un marché du carbone, de façon à ce que donc, ce prix du carbone sur ce marché, le fait qu'on ait à payer dès lors qu'on émet du carbone, nous incite, ça c'est toute la logique libérale, le prix nous incitant, étant censé nous inciter à changer de comportement. Et donc aujourd'hui, on a une véritable comptabilité carbone qui fait que la nature tout entière tend à être réduite à sa capacité à absorber le carbone. Je disais, les plantes, les forêts, tout ce qu'on va appeler la biomasse, la biodiversité va être estimée par rapport à une valeur générale, le carbone. Ceci va permettre aussi, donc, outre l'organisation du marché du carbone, ceci va permettre ce qu'on appelle les phénomènes de compensation. Cela veut dire que si j'émets du carbone, vous en avez déjà entendu parler, je peux très bien émettre du carbone ici, dès lors que je compense par du carbone évité ailleurs. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre. Les entreprises dans les pays industriels qui vont avoir des crédits de carbone peuvent investir dans des pays du Sud dans des projets dits propres. Elles vont essayer de prouver que leurs investissements évitent des émissions de carbone qui auraient eu lieu si elles n'avaient pas investi. On calcule les tonnes de carbone évitées. Et en fonction de cela, elles reçoivent des crédits de carbone qu'elles peuvent revendre sur le marché du carbone. C'est ce qu'on appelle la compensation. Ça veut dire que toutes les émissions se valent. Un paysan indien qui émet du carbone pour produire de quoi survivre, eh bien ce carbone a exactement la même valeur que le touriste européen ou américain qui va aux Bahamas passer des vacances en prenant l'avion, etc., etc. C'est la même. Tout est ramené à une unité identique qui permet ce phénomène
de compensation et qui permet de réduire la nature à une unité de compte et qui va permettre, bien sûr, je ne veux pas rentrer, si vous le voulez après, je rentrerai dans les choses plus techniques, qui va permettre véritablement une véritable financiarisation de la nature, dans la mesure où tout va être évalué par rapport à cette unité de compte. Je conclus en tentant de voir ce qui se passe actuellement et les enjeux pour les prochaines rencontres internationales autour de Durban, puisque la prochaine rencontre de l'ONU concernant le changement climatique et la tentative de trouver un accord entre les différents pays, c'est à Durban au mois de décembre. Et ensuite aura lieu en juin 2012 le sommet de la Terre à Rio, qu'on appelle Rio plus 20 par rapport à Rio 1992, où ces questions-là seront absolument centrales. Le sommet de Rio plus 20 à Rio de Janeiro est placé sous le signe de ce qu'on appelle l'économie verte. Eh bien, l'économie verte, une grande partie de ce qu'on appelle l'économie verte, c'est justement tenter de pallier la diminution de la production des énergies fossiles par d'autres énergies, et notamment ce qu'on appellera les énergies qui sont issues de la biomasse. Une grande partie de l'économie verte, c'est la production de la biomasse. Bon, la biomasse, c'est tout ce qui est à la source du carbone végétal, ce sont des arbres, des arbustes, algues, céréales, micro-organismes. C'est la masse des organismes vivants et qui est capable justement de produire, on le voit avec les agrocarburants qui font partie de toutes ces transformations-là, et donc on peut être capable aujourd'hui de produire du carburant à partir du fossile végétal. Cela pose des problèmes absolument énormes. Je dois vous dire que c'est un terrain de recherche et d'investissement aujourd'hui pour les grandes firmes pétrolières, BP, Exxon, Total, des grandes firmes également de la chimie, les grandes firmes BASF, etc., parce qu'on va modifier cette biomasse par de la biologie synthétique pour justement lui permettre de nous fournir en carburant d'origine végétale et non plus d'origine fossile, mais il y a aussi évidemment énormément de fonds financiers qui travaillent déjà sur ces questions-là. Je voudrais dire que pour l'instant, chaque année, nous consommons à peu près 24% de la biomasse que nous avons actuellement disponible sur la Terre, sur la planète. La biomasse restante est essentiellement située dans les pays du Sud. Ce sont eux qui aujourd'hui détiennent l'essentiel de la biomasse, qui se trouve aussi dans les océans. D'où aujourd'hui l'idée vraiment d'exploiter les océans, de transformer les océans en véritables usines. Bien, donc la biomasse, c'est l'ensemble de cette matière organique qui est calculée, bien entendu, de manière totalement indifférenciée. Je vous donne quelques chiffres parce qu'il faut que j'aille vite. Une étude des Amis de la Terre en 2010 montre que dans 11 pays africains qu'ils ont étudiés d'Afrique noire, 11 pays africains d'Afrique subsaharienne, déjà 55 millions d'hectares de terre sont dédiés aux agrocarburants, ce qu'on appelle les biocarburants. 55 millions d'hectares de terre. Et même la Banque mondiale, qui est un acteur extrêmement, qui est une actrice extrêmement active dans ce processus de comptabilité carbone, de fonds carbone et de carbonisation, je dirais, de la nature et de la vie quasiment. La Banque mondiale, dans un rapport, estime que 21% des projets d'acquisition des terres, de captation des terres, c'est pour la production d'agrocarburants, ceci à l'échelle du monde. Bien. Or, nous savons aujourd'hui, pour aller vite, que, alors que c'est présenté, ceci est présenté comme étant la solution, parce qu'avec ceci, nous n'émettons plus de CO2, nous arrivons à toujours remplir nos réservoirs, nous pouvons toujours consommer autant d'énergie sans émettre de CO2. On a le beurre et l'argent du beurre, tout le monde est gagnant, c'est le jeu économiste classique, c'est un jeu gagnant-gagnant, tout le monde y gagne. Sauf que plusieurs études montrent à quel point la combustion de ces carburants émet également du CO2. Ce n'est absolument pas neutre en émission de CO2.
d'une part. Deuxième chose, ces productions-là supposent de l'agriculture intensive, d'une agriculture qui nécessite la fertilisation des sols, utilisation de fertilisants, de pesticides, etc., eux-mêmes très consommateurs de CO2 pour leur production, de combustibles fossiles pour leur production. Donc, contrairement à ce qui est dit, cette production-là n'est absolument pas neutre en termes d'émissions de carbone. Or, le problème, c'est que dans le protocole de Kyoto, ces émissions liées à la combustion des biocarburants n'est pas comptée dans les émissions des différents pays. Ce qui est une incitation extrêmement importante à développer justement les agrocarburants et la combustion de ces agrocarburants, parce que ceux-ci ne figurent pas dans la comptabilité carbone telle qu'elle a été mise en place suite au protocole de Kyoto. Enfin, on peut se demander, contrairement à ce qu'on nous dit, est-ce que cette biomasse est renouvelable à l'infini? Parce que l'idée, c'est nous pourrons avoir de la bioénergie à l'infini, puisque cette biomasse se renouvelle à l'infini. Or là, aujourd'hui, et ça beaucoup de scientifiques le savent, beaucoup de firmes transnationales le savent, et beaucoup de fonds financiers le savent, cette biomasse, elle est abîmée, elle a été polluée, hein, elle a été considérablement appauvrie. Donc que fait-on aujourd'hui? Et là, ce sont des milliards qui sont investis là-dedans. Eh bien, on se dit que si cette biomasse n'est pas suffisante, il va falloir la produire. Et c'est tous les projets qu'on appelle des projets de géo-ingénierie. Ça veut dire de transformation véritablement des équilibres écosystémiques de la planète pour faire que cette biomasse se renouvelle plus rapidement. Je donne un simple exemple. Concernant le changement climatique, il y a beaucoup d'études aujourd'hui, mais qui ne sont pas de la science-fiction, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont déjà une expérimentation, qui montre que si on parsème les océans avec de la limaille de fer, et d'autres choses, ça active la production de phytoplancton, et donc ça active la capacité du plancton à capter le carbone. Et ensuite, ce plancton mourant, le carbone fossilisé s'accumulera au fond des océans. Donc ainsi, si vous voulez, on est en train, je vous prends cet exemple, il y en a bien d'autres. Ce sont aussi toutes les expériences qu'il y a concernant la séquestration du carbone dans les sols. Et donc les sols aujourd'hui sont évalués à leur capacité à séquestrer le carbone. Une partie des sols aussi va être dédiée à la séquestration du carbone. Et on fait miroiter aux pays du Sud la possibilité d'avoir des rémunérations, puisqu'on les rémunérera sur la base des équivalents carbone qu'ils auront permis de séquestrer. Donc, vous voyez, on arrive aujourd'hui à une transformation plus, j'ai oublié bien sûr, pour activer justement la production de biomasse, toutes les plantations OGM, les arbres OGM, toutes les productions OGM, bien sûr. Donc aujourd'hui, on arrive véritablement à ce qui est en germe depuis longtemps, dans la culture occidentale aussi, à une véritable machinisation de la nature. La nature est là pour produire des services écosystémiques. Elle produit des flux de services. La nature n'est même plus un stock dans lequel on puise, c'est un stock dans lequel on puise. Ça, c'est la vieille, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes, enfin, pas nous, des firmes, des entreprises tentent de capter les flux, les bienfaits, si vous voulez, de la nature, ces flux de services que la nature rend et qui se renouvellent, qui peuvent être relativement infinis, sont captés dans le cycle de production véritablement du capital. C'est ceci qu'on appelle l'économie verte. La capacité pour l'économie et en l'occurrence pour le capitalisme à faire entrer la nature comme un vrai capital. Pas simplement un stock de ressources, mais un capital qui produit. Et qui produit en plus de manière gratuite. Donc, ma foi, si on peut s'accaparer cette gratuité, eh bien, c'est une excellente chose. Voilà un des enjeux essentiels. Ce sont les enjeux essentiels, aussi bien des négociations climatiques aujourd'hui. Cette comptabilisation carbone, le développement des marchés carbone, le prix de la nature, la transformation de la nature en morceaux coupés, ce qui est une ineptie en plus sur le plan écologique, de rompre justement toutes ces chaînes d'interdépendance. Mais ça, c'est la méthode économique pour justement faire de la nature une entreprise qui marche bien, voire une entreprise financière, puisque ce sont aussi des titres financiers qui s'échangent sur ces produits de la nature. Je vous remercie.
Je vais poursuivre en entrant plus précisément dans le domaine de l'énergie et du climat, et avec une insistance sur le nucléaire en fin de parcours, puisque c'est quand même quelque chose qui nous agite pour beaucoup ces temps-ci en France et au niveau international. Est-ce que ça marche, ça? Oui. Alors, ça va? On y voit quelque chose ou pas? Bon, rapidement. Les défis et les contraintes que nous avons, une population qui va passer de 7 milliards aujourd'hui à 9 ou 10 milliards en 2050, des disparités de développement absolument considérables entre les pays riches et les pays pauvres, et entre les gens riches des pays pauvres et les gens pauvres des pays pauvres, et entre les gens riches des pays riches et les pauvres des pays riches. Enfin, ce n'est pas seulement entre pays riches et pauvres, c'est à l'intérieur même des sociétés. En tout cas, certainement des besoins importants de services énergétiques, car autant on peut imaginer que l'énergie n'est pas directement liée à la prospérité, autant les services de l'énergie, qui peuvent être plus ou moins astucieusement remplis, sont des éléments importants du développement. Les contraintes, je vais très vite parce que Geneviève vient d'en parler, la raréfaction des ressources fossiles, les risques géopolitiques liés justement à cette raréfaction des ressources fossiles, les risques climatiques, en particulier dus au CO2, et les risques associés à l'énergie nucléaire, voire à d'autres énergies qu'on pourrait développer, dont on parlera, les gaz de schiste, etc. Et puis l'aspect des pollutions locales et régionales qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui sont quand même des problèmes très importants. Alors, j'ai choisi de vous parler un peu des réponses qui sont données par les prospectivistes, parce que ça éclaire bien l'évolution sur ces questions de la pensée humaine. Les prospectivistes sont des gens qui disent, dans 50 ans, voilà à quoi ça pourrait ressembler, voilà des images de société dans 50 ans, et voilà à quoi ça ressemble. Bien. Donc, je vais faire ça de façon un peu caricaturale, parce qu'on est pressé. Il me semble que dans la plupart des scénarios qui ont été écrits depuis une trentaine d'années, et encore plus maintenant, il y a deux espèces de postulats plus ou moins implicites qui guident ces scénarios. Premièrement, comme le CO2, l'histoire du gaz carbonique, apparaît comme le premier responsable des problèmes d'effet de serre, la question énergétique est l'essentiel de la problématique du climat. Bon. Deuxièmement, comme il n'est vraiment pas sérieux pour des gens sérieux d'imaginer qu'on puisse brider la croissance économique dans aucun pays parce que c'est lié totalement à la prospérité, y compris dans les pays riches, et qu'on ne sait pas bien déconnecter la consommation d'énergie de la croissance, on peut le faire un peu avec des économies d'énergie, mais en gros, quand on augmente son PIB, on augmente en même temps sa consommation d'énergie. Et bien la seule méthode, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Geneviève, c'est d'essayer de trouver des énergies qui remplacent le pétrole si on n'en a plus, et qui remplacent le CO2, qui ne font même pas de CO2 s'il y avait trop de CO2. Donc il y a ces deux postulats, plus ou moins implicites, mais qui sont derrière pratiquement tous les scénarios. Alors, d'abord, l'équation émission de gaz à effet de serre égale énergie fossile, elle n'est pas très juste. Au jour d'aujourd'hui, les émissions que nous produisons, vous voyez ce que ça donne en 2110, c'est-à-dire 100 ans plus tard, c'est comme ça que calcule le GIEC, il regarde 100 ans en avance, c'est 60% pour l'énergie, c'est du CO2, les forêts, le ciment et tous les autres trucs, c'est 16%, le CH4 représente 15%, donc vous voyez, c'est 60% pour l'énergie. Bon. Mais si on regarde la même chose en 2050 ou en 2030, comme le méthane a un pouvoir de nuisance qui diminue très vite avec le temps parce qu'il disparaît dans l'atmosphère, vous voyez qu'à ce moment-là, le CO2 énergétique n'est plus responsable en 2030 que pour 43% du problème. Donc ça veut dire que quand même, il n'y a pas que l'énergie qui compte, il faudra s'occuper d'autres choses, et en particulier du méthane. Bien, mais ça, c'est pour notre propos, c'est pas l'essentiel. Ce qui me semble intéressant, c'est de regarder un peu l'histoire des idées à travers les scénarios. Jusqu'en 86,
pratiquement tous les scénarios produits à l'époque par le Conseil mondial de l'énergie, les scénarios mondiaux, imaginaient des consommations énergétiques entre 3 et 4 fois supérieures à celles des années 90 en 2050. L'idée, en fait, finalement, était qu'on pouvait mesurer la croissance économique d'un pays en regardant la croissance de sa consommation d'énergie. Au point que, parfois, quand on manquait de statistiques sur un pays, mais qu'on avait celle de l'énergie, on disait il a dû augmenter son PIB de 3%, puisqu'il a augmenté sa consommation d'énergie de 3%. C'était complètement ancré dans la tête des gens. Donc une liaison très forte entre la consommation d'énergie et la croissance. Et comme tout le monde avait envie que les Indiens et les Chinois soient très prospères, on les faisait croître, et puis voilà, bien. En 86, il s'est passé quelque chose de très important, qui passait relativement inaperçu, c'est que Goldenberg, qui était un Brésilien, et puis il y avait un Indien, et puis deux hommes des pays du Nord, ont fait des scénarios, on commençait à faire des scénarios, où au lieu de regarder une prospective de l'offre énergétique, en disant voilà, l'offre énergétique, elle est directement liée à la croissance, ils ont regardé la demande énergétique. Ils se sont posé la question de quoi ont besoin les gens pour se loger, pour se déplacer, etc. Et puis, quels sont les outils industriels qu'il faut pour se fabriquer des chaussures, des lampes, etc. Donc, regardez l'affaire par la demande énergétique et non plus par l'offre énergétique. Et ils sont arrivés à finalement proposer un scénario dans lequel, en 2020, pour la première fois, les pays du Nord, qui consommaient déjà beaucoup d'énergie, commençaient à voir décroître leur consommation d'énergie, et pas la stabiliser, mais la décroître, ce qui laissait un peu d'espace au sud pour croître, puisqu'ils ont besoin d'énergie pour croître, même s'ils font des efforts sérieux d'économie. Donc pour la première fois, on voyait apparaître l'idée que dans des pays déjà suffisamment riches, il n'était peut-être plus la peine de croître en énergie, mais au contraire de décroître, ce qui était quand même assez révolutionnaire. En 89, avec un de mes petits camarades, j'ai repris la même idée, et en plus on a essayé de normer l'affaire avec 2 problèmes environnementaux, de se donner une norme. En 2060, on ne voulait pas émettre dans l'atmosphère plus de CO2 que la biomasse terrestre n'était capable d'en récupérer, c'est-à-dire qu'on devenait neutre, on ne continuait pas à augmenter le CO2. Puis on s'était dit que pendant qu'on y était, il serait peut-être quand même pas mal d'imaginer que vers 2100, on ne continue pas à accumuler des déchets nucléaires dont on ne sait que foutre. On se donnait jusqu'à 2100 pour faire ça, c'est-à-dire qu'en 2060, on arrêtait de construire des centrales, elles vivent 40 ans, et en 2100, on n'a plus de centrales. On s'était fixé ces 2 normes comme des espèces de bornes. Ce qui était assez nouveau, parce que d'habitude, les gens faisaient des scénarios, regardaient les conséquences quelquefois sur l'environnement, mais ne se donnaient pas des règles sur l'environnement, si vous voulez. C'était ça la nouveauté de la démarche. On arrivait comme ça à quelque chose de l'ordre de moins de 12 milliards de TEP en 2060, c'est à peu près la consommation d'aujourd'hui, mais ces scénarios, on les a fait en 90, avec un énorme rééquilibrage entre le nord et le sud, puisque la consommation d'énergie par habitant des pays du Nord était divisée par 2,5 et celle des pays du Sud était multipliée par 2,5. Et tout ça avec une analyse à partir de la demande d'énergie, des besoins de services énergétiques des populations. Alors comment on faisait ça? D'une part, en imaginant que l'intensité énergétique, c'est-à-dire le contenu en énergie de la croissance, pouvait diminuer et non pas augmenter chaque année à un rythme de l'ordre de 2 ou 2,5% par an. C'est le contenu de la loi sur l'énergie votée en France en 2007 ou 2008 sous Sarkozy. Mais aussi, on imaginait un très net ralentissement de la croissance économique des pays riches, autour à moins de 1%, si vous voulez, alors qu'on nous raconte toujours que si on n'a pas une croissance de 2% dans les pays riches, tout le monde va se casser la gueule, il y a le chômage, etc. etc., etc. Bon. Voilà ce qu'on racontait donc il y a maintenant à peu près une vingtaine d'années. Vers au-delà de 2005-2006, l'Agence internationale de l'énergie, qui avait lu les rapports du GIEC, c'est-à-dire des
gens qui s'occupent du climat, a commencé à se poser ces questions d'environnement, et en particulier à cause du climat. Et en 2008, elle a sorti un rapport qui s'appelait Energy Technologies Perspectives, qui analysait l'importance relative d'un certain nombre d'actions qu'on pouvait faire pour essayer de sauver le climat, ne pas augmenter de plus de 2 degrés, etc. C'est ce qu'on appelait le scénario 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. En fait, il s'agissait de passer de 62 gigatonnes d'émissions en 2050 à 12. Vous voyez que c'est quand même pas rien. 12, c'est ce à quoi on a droit, en gros, en 2050. Et le scénario tendanciel qu'ils avaient sorti, c'était 62. Donc vous voyez qu'il y a du boulot. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont aperçus, comme on l'avait trouvé dans le scénario Noé, que en tête et de très loin, c'était les économies d'énergie qui étaient la solution la plus efficace. Vous voyez, ça faisait 54% du total. Ensuite, il y avait les renouvelables à 21%. Le captage du stockage du CO2, je vous en parlerai, 19%. Vous savez, c'est l'idée de prendre le CO2 et le mettre sous le tapis. On le sort à la sortie d'une centrale électrique, ou à charbon par exemple. On sépare le CO2 du reste, de l'azote, etc. On met un pipeline, on fait un trou, on le planque dans le trou et on bouche le trou en espérant que ça va rester. Voilà. Planqué sous le tapis. On ne sait pas faire, mais enfin ça fait rien, on saura peut-être faire. Bon. Et puis, très loin derrière, et c'était pourtant avant Fukushima, on en était autour de 6% dans la solution du problème. Voilà comment se présente la chose. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Noé et ce scénario de l'AIE donnent à peu près les mêmes résultats. On aboutit à 450 parties par million de CO2 en 2050, et tout le monde est très content. Et puis, tous deux donnent la priorité, semble-t-il, d'abord à la maîtrise de l'énergie, et puis aux renouvelables. Et enfin, le nucléaire disparaît dans Noé, parce qu'on avait décidé qu'il n'y en avait plus au-delà de 2060, mais dans l'autre, vous voyez, 6% de solution, c'est tout à fait marginal. Si on ne le faisait pas, ça ne changerait peut-être pas grand-chose. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, et c'est ça que je voudrais vous faire bien comprendre, c'est que derrière ces analogies, il y a vraiment des très profondes différences. L'AIE refuse d'imaginer que les pays riches n'aient pas besoin d'une croissance d'au moins 2% par an pendant les 50 ans qui viennent, pendant les 40 ans qui viennent. On continue à un rythme de l'ordre de 2%. Alors l'inconvénient, c'est que comme l'idée est bien d'essayer de faire converger un jour le niveau de tous les humains au même niveau de prospérité, si vous laissez les pays riches croître à un rythme de 2%, il faut beaucoup de temps aux autres, même s'ils sont à un rythme de 3 ou 4%, pour les rattraper. Ça veut dire que ça n'est que vers 2060 que les Chinois, qui vont très vite, arrivent au PIB moyen d'un Américain, mais à un PIB moyen d'un Américain qui, au-delà de 40 000 $ aujourd'hui, sera de 80 000 $. Donc, on va bien vers plus de justice, mais chacun devenant très 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 riche, beaucoup plus qu'un Américain moyen aujourd'hui. Et puis les Indiens, vous l'avez en 2100, mais c'est à 100 000 $ qu'on y arrive. Donc vous voyez, on a une espèce de dérapage où la justice se fait très loin et très cher pour chacun. Dans Noé, la convergence est beaucoup plus tôt, puisque les pays riches ne croissent plus, et en plus, ça permet de faire des économies d'énergie, parce qu'il y a quand même une certaine liaison entre la quantité de produits que vous achetez et l'énergie que vous mettez dedans. De même, pour les modes de vie, l'AIE n'imagine pas du tout un instant qu'on puisse modifier nos modes de vie. C'est toujours des civilisations de la voiture, c'est toujours des civilisations pavillonnaires à l'américaine, mais on a des bonnes voitures au lieu d'avoir des mauvaises, si vous voulez, ou de meilleures voitures qui consomment moins de pétrole, etc. Mais voilà, quand on continue à faire du pavillonnaire, et alors qu'on fait ça à l'échelon de 9 milliards d'habitants, ça commence à poser un certain nombre de problèmes. Et puis, c'est une société qui est dans Noé beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus autonome que dans la société décrite par l'AIE. Bon. Donc les différences, c'est ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment deux concepts de la transition énergétique. D'une part,
une transition qui est vraiment fondée sur la croissance, c'est celle que nous connaissons actuellement, un espoir qu'ont nos gouvernants de fonder la transition sur la croissance, c'est d'abord la croissance qui compte, dans la croissance verte, et après ça, à la technologie de se démerder pour qu'elle ne fasse pas de CO2. Mais c'est la croissance le premier problème. Par contre, dans un scénario du type Noé, l'idée d'une transition beaucoup plus égalitaire en bornant les pays riches et en bornant les plus riches des pays riches et des pays pauvres, beaucoup plus sobre en énergie, mais en même temps qui ne se fondent pas ou qui refusent même un certain nombre de paris technologiques qui est forcé de faire l'AIE pour boucler son bilan, capter 10 gigatonnes de CO2 dans le sous-sol, est-ce que ça va ressortir, est-ce qu'on sait faire, etc. Faire du nucléaire de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Bien. Donc voilà, si vous voulez, deux images, un peu caricaturales parce que je vais vite, mais très différentes de sociétés, de conception de la transition énergétique. La première, celle de l'AIE, étant beaucoup plus ancrée dans nos habitudes que la seconde, bien entendu. Alors, là-dedans, parler un peu de nucléaire, parce que c'est quand même important en ce moment. Le pari nucléaire, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la situation actuelle du nucléaire au monde? Je parlerai de la France quand vous voudrez dans la discussion. 450 réacteurs, 400 gigawatts, une trentaine de pays, 6% de l'énergie primaire, c'est-à-dire de l'énergie qu'on sort des mines, si vous voulez, mais en termes d'énergie finale, c'est-à-dire celle qui est à la disposition des gens, des usagers, des usines, etc., c'est 2,4. Pourquoi? Parce que entre l'uranium et l'électricité, il y a une cascade d'opérations dont le rendement n'est pas bon, et finalement, pour 1 kWh sortant de la chaleur de l'uranium, pour 3 kWh, vous en faites à peu près 1 qui arrive chez vous. Donc, en termes d'énergie finale, vous voyez, c'est 2,4%, ce qui n'est pas énorme, ça veut dire que le reste, c'est 97,6%, quoi. Ben. Un parc qui vieillit, son âge moyen est de 27 ans, et les centrales nucléaires ont généralement, de cette génération, été construites pour 30 ans. Donc vous voyez, on est à 27 ans, c'est pas terrible. Et des émissions évitées, on sait bien que le nucléaire émet peu de gaz à effet de serre, il en met un peu au moment de sa construction parce qu'on fait du béton, mais après ça, le fonctionnement lui-même du nucléaire ne produit pas d'effet de serre. Les émissions évitées sont de l'ordre de 3 à 4% des émissions totales. Donc voilà à quoi ressemble le nucléaire dans ce problème climatique. En termes d'accidents, il y a eu 4 accidents et 3 à Fukushima si on prend en tant que réacteur, des accidents majeurs au sens qu'on a vu des radiations, on a vu sortir de l'usine un certain nombre d'emmerdements. Celui de Three Mile Island a été un accident grave, mais rien n'est sorti de l'usine. Alors on peut considérer que ces 4 accidents ou 2 accidents, selon qu'on considère que ceux de Fukushima sont liés les uns aux autres ou pas, mais enfin bon, c'est pas très important. Ça fait 4 accidents majeurs au cours des 30 dernières années. C'est intéressant de regarder ça par rapport à l'objectif affiché en France, qui est de 1 par million et par an par réacteur. C'est l'objectif en France. Pardon? Le danger, si vous voulez, il y a eu 4 accidents majeurs au monde, depuis une trentaine d'années. Tchernobyl, un seul accident, un seul réacteur. Fukushima, 3 réacteurs qui ont explosé et qui ont fait des dégâts à l'extérieur de la centrale. Bien. Mais l'objectif est logiquement affiché en France, et entre l'objectif et la réalité, on va voir ce que ça donne, c'est 10-6, c'est-à-dire une chance d'accident sur 1 million par réacteur et par an. Quand on regarde ce que ça donne au monde, en fait, on n'arrive pas du tout à cette proportion, puisque ça devrait donner 0,014 accidents depuis 30 ans, et on en a eu 4. La différence entre 0,014 et 4, c'est 285. Donc on est 285 fois plus mauvais, globalement, au monde, que ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Alors on peut aussi dire que
nous sommes, nous Français qui n'avons pas eu d'accident, 285 fois meilleurs que les Japonais ou les Russes. Mais c'est une autre façon d'expliquer les choses. Hein. Bien. En ce qui concerne les déchets nucléaires à haute activité, à longue durée de vie, nous n'avons pas de solution définitive admise. On ne sait pas, les Américains refusent de faire un trou, en France ça se passe mal, enfin, on n'a pas de solution éprouvée dans laquelle on est content de ce qu'on va faire des déchets. Bien. En ce qui concerne le démantèlement des centrales, personne ne sait ce que ça coûte. J'ai vu ce matin un rapport de la Commission des finances disant que le démantèlement des 58 réacteurs français allait coûter 750 milliards. Je suis convaincu qu'ils se plantent totalement, mais 750 milliards, ça veut dire 15 milliards par réacteur, c'est-à-dire 15 fois plus cher que sa construction du réacteur. Mais vous voyez, s'il sort des trucs comme ça de la Commission des finances, d'un rapport de la Commission des finances, sans que personne ne pousse de cri, ça veut dire que personne ne sait ce que ça coûte. Bon. Bien. Enfin, manifestement, il reste un gros problème sur la prolifération vers les armes nucléaires de l'activité civile du nucléaire, pas tellement des centrales, mais pour tout ce qui est la fabrication de l'uranium enrichi, etc. On sait bien en ce moment avec les problèmes de l'Iran, etc., qu'on peut cacher derrière du nucléaire civil une série de choses qui vont vers les armes. Donc, voilà les problèmes qu'on a. Alors maintenant, quand on regarde les perspectives pour le futur, qu'est-ce qu'on peut dire des coûts? Qu'est-ce qu'on peut dire du marché? Qu'est-ce qu'on peut dire des émissions évitées? Qu'est-ce qu'on peut dire des ressources en uranium? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la fusion? Actuellement, quand on dit, et Sarkozy s'en prive pas, et Besson non plus, que le nucléaire français est très compétitif, c'est vrai parce qu'on est sur un nucléaire qui est complètement amorti. L'âge moyen de nos centrales est de 26 ans, un peu moins que le parc mondial, et par conséquent, on a amorti, on a déjà payé nos centrales, mais leur durée de vie logique est de 30 ans. Donc parler du nucléaire actuel et de son coût actuel ne veut pas dire grand-chose, parce que dans les 10 ans ou les 15 ans qui viennent, il va falloir faire des gestes, soit pour les prolonger, soit pour faire des nouveaux réacteurs. Et c'est ça qu'il faut comparer avec ce qu'on ferait autrement, et non pas avec un parc qui de toute façon va mourir. Bien. D'autre part, dans les coûts qui sont retenus aujourd'hui, on évite de parler du démantèlement, parce que personne ne sait ce que ça coûte, mais les calculs officiels sont toujours faits avec des taux d'actualisation, c'est-à-dire qu'on dit, j'ai une certaine préférence pour le présent par rapport au futur, et quand je prends, par exemple, un taux d'actualisation de 10%, ça veut dire que j'accorde une valeur 1 à quelque chose la première année, à 1 sur 1,10 la deuxième année, à 1 sur 1,10 au carré la troisième année, et si vous attendez 30 ans, les 1000 euros que vous auriez dépensés valent 2 euros. Donc il suffit d'attendre suffisamment longtemps pour que le calcul économique minimise totalement tous les problèmes qui se passent à long terme. Dans les calculs qui ont été faits sur le nucléaire, dans les années 80, on se disait le démantèlement aura lieu après 2010 ou 2020. Donc on s'en fout. Et en fait, finalement, le calcul économique montrait que ça coûtait pas cher. Mais 2010, 2020, c'est maintenant. Et nous, on va le payer. Et là, on va s'apercevoir que ça coûte du pognon. Et puis un autre problème tout à fait important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à moins de penser qu'on est 285 fois meilleur que les Japonais ou les Russes, il serait intéressant de s'assurer contre le risque majeur. Or, le risque majeur, les accidents majeurs qu'on a connus, Tchernobyl, on se pose la question de savoir si ça coûte entre 400 millions de dollars et 800 millions de dollars, et les économistes japonais pensent que Fukushima, c'est probablement 200 millions d'euros. 200 milliards d'euros, pardon, pas millions. Si c'était 200 millions, on serait très content. Donc, il va falloir s'assurer contre un risque de valeur très élevée. Actuellement, les assurances d'État et d'EDF sont de l'ordre de 2 milliards d'euros pour un accident, et il faudrait plutôt assurer 200 milliards. Et si on veut assurer se constituer une cagnotte
pour s'assurer contre ce genre de choses, et relativement vite. Il est évident qu'on augmente beaucoup le coût du mégawattheure, probablement d'une dizaine d'euros. Bien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est les coûts futurs. Alors là, j'ai une courbe qui va vous amuser, qui a été faite par un gars qui s'appelle Grübler de l'IASA, un institut autrichien, qui a regardé l'évolution du coût d'investissement des centrales nucléaires en France, en francs constants ou en euros constants, depuis l'origine. Parce que vous savez toujours qu'on dit, le premier camembert qu'on fait, il est cher, le deuxième, il est moins cher, mais si je fais 1000 camemberts, ça ne coûte plus rien du tout. Donc on a, nous, accumulé de l'expérience, donc on a certainement fait des réacteurs de moins en moins chers. Or, le coût, comme vous pouvez le voir sur la courbe qui est là, a cru gentiment depuis 1975 jusqu'à 2000, de façon totalement linéaire. Et puis je me suis amusé à mettre le PR de Flamanville, vous voyez là, tout à fait endroit à droite, et de voir avec son coût actuel. En fait, c'est même très en dessous, parce que je l'ai fait avant d'avoir les dernières nouvelles de l'EPR. Et vous voyez que ça se met parfaitement sur cette courbe. Donc autrement dit, on est dans un système très particulier de désapprentissage industriel. Plus on en fait, plus c'est pire. Ce qui est très rare. Alors il y a de bonnes raisons, je pourrais vous raconter pourquoi, mais c'est un truc... Donc on ne peut pas tellement imaginer que le coût futur du nucléaire va être bien meilleur marché que le précédent, puisque manifestement c'est pas ce qu'on a. Ça je passe un peu, parce que quand on regarde ce que ça veut dire sur les coûts futurs, la charge de l'investissement initial est très forte, et vous voyez qu'on arrive à des coûts de l'ordre de 60 € le mégawattheure, avec une marge de plus ou moins 10%. Ça, c'est ce qu'on sait. Et puis il y a les coûts incertains. Les coûts incertains, c'est la mise à niveau post-Fukushima. Est-ce qu'il va falloir faire des nouveaux travaux sur l'EPR et les anciennes centrales avec ce qu'on a appris à Fukushima? On ne sait pas encore très bien ce que ça va coûter. Il y a les problèmes de l'assurance, il y a le problème de démantèlement, il y a le problème des déchets. On s'aperçoit quand on fait ça que l'investissement supplémentaire qui fait en plus de ce qu'on a fait au départ se promène, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, entre 50% et 150% de plus que le prix du réacteur. Et que les frais mobiles, ceux d'assurance, etc., sont de l'ordre de 9 à 15 € par mégawattheure. Au total, le plus important qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'au-delà du coût qu'on peut imaginer pour le nucléaire, autour de 60 € le mégawattheure de la partie amont du système, quand on fait le coût complet, on a une incertitude considérable entre 80 et 120 ou 130 € le mégawattheure. Et moi, j'ai découvert, en faisant cette analyse, que finalement, nous vivons dans un système bizarre. En France, par exemple, on se dit, on a le nucléaire, il coûte ce qu'il coûte, il n'est pas très cher, mais surtout, c'est une espèce, indépendamment des risques d'accident, il y a une espèce de sécurité économique. Il n'y a pas d'incertitude sur les coûts. On sait où on va. Et par contre, si on se met à faire des éoliennes ou du photovoltaïque, mon bon monsieur, où allons-nous? Nous ne savons pas du tout. Et quand on compare les deux coûts, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'incertitude sur le coût du nucléaire en fonction de l'aval, de la fin du nucléaire, qu'on en a sur le prix des éoliennes, où on sait à peu près ce que ça coûte à 10% près. Tout le monde sait ce que coûte une éolienne et ce que ça va coûter dans les 5 ans qui viennent. Donc vous voyez, il y a une espèce de renversement des trucs. Au niveau du marché mondial, on nous explique évidemment que le marché a redémarré. Alors Fukushima a fait un peu de mal, mais on était en plein redémarrage. Moi, j'ai regardé simplement ce que veut dire le vieillissement des centrales mondiales. Si on suppose qu'on arrive à les faire passer de 30 ans à 40 ans au niveau mondial, ce qui est déjà quelque chose d'optimiste, il faudrait construire à peu près 200 centrales avant 2035. Simplement pour renouveler le parc, qui est déclinant. Aujourd'hui, le parc décline d'année en année parce qu'on n'en construit plus, et puis qu'il y en a un certain nombre qui s'arrêtent parce qu'elles sont trop vieilles. Et l'idée de construire 200 centrales d'ici 2025, ou 2025, est déjà un objectif relativement ambitieux. Il n'est pas acquis, si vous voulez, qu'on puisse maintenir le parc à sa valeur actuelle, avec les projets qu'on connaît en Chine, en Inde, dans les endroits où les gens font du nucléaire. Évidemment, l'effet post-Fukushima n'arrange rien, parce que les Allemands disent qu'ils s'arrêtent, les Belges s'arrêtent, Taïwan s'arrête, il y en a qui continuent, mais il y en a quand même pas mal qui s'arrêtent. Les Japonais, on ne sait pas très bien, etc. Donc, si vous voulez, a priori, cette histoire de marché mondial qui va redémarrer et sauver la situation,
c'est plutôt objectivement assez mal barré. Au point de vue des émissions évitées, ben, vous avez là quelque chose de l'ordre, vous voyez, on arrive à des émissions en 2050 si on était dans le scénario le plus favorable de l'AIE en nucléaire, où on ferait des économies de l'ordre de 2 à 4 gigatonnes de CO2 sur 85, vous voyez, on reste dans des pourcents. Donc on reste dans des trucs qui ne sont pas très significatifs du point de vue de l'effet de serre. Et puis pour un pays donné, il peut y avoir des effets pervers, c'est ce qu'on constate en France. En France, on a fait énormément de nucléaire, on a fait plein de chauffage électrique pour bouffer le nucléaire, et puis on s'aperçoit que M. Besson nous dit maintenant « Ah, ces salauds d'Allemands ne veulent pas nous vendre d'électricité cet hiver, au charbon, donc on va être forcé d'arrêter nos chauffages électriques. » Donc ça veut dire que le chauffage électrique français fait plein d'effets de serre. Ou bien alors M. Besson ne doit pas dire ça. Et on sait très bien que le chauffage électrique d'hiver, il fait appel à de l'électricité de pointe, que le nucléaire ne sait pas faire de l'électricité de pointe, donc on fait de l'électricité charbon. Voilà. Bon. Donc il y a des effets pervers dans ce truc-là. Bien. Les ressources en uranium, bon, ça va très bien tant qu'on ne fait pas de nucléaire, mais si on relance le nucléaire, on a des problèmes de ressources. À court terme, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas lancé de mine, et qu'il faut 10 ans pour établir une mine, et à plus long terme, parce que si on va très vite, ben on aura des problèmes de ressources et elles ne sont pas infinies. Mais on nous vend l'idée qu'on va faire des réacteurs de 4e génération qui sont formidables et qui vont utiliser le plutonium et l'uranium de façon beaucoup plus astucieuse. Mais ça, d'abord, on ne sait pas les faire, c'est 2040. Est-ce qu'on saura les faire de façon rentable et acceptable pour les populations? Et puis ça nous met dans une civilisation du plutonium, où on promène beaucoup de plutonium. Et vous savez que le plutonium, c'est quand même l'engin préférentiel pour faire des bombes. Ce n'est pas absolument génial du point de vue de la prolifération de transporter du plutonium partout en très grande quantité dans beaucoup de pays. Bon, donc ça a quelques effets pervers. La fusion, j'en parle pas parce qu'on en parlera autrement. Les conclusions sur le nucléaire. On s'aperçoit que selon les scénarios, la poursuite du nucléaire est soit inutile, c'est le cas des scénarios de transition économe en énergie et sobre et égalitaire. Et dans les scénarios qui sont beaucoup plus productivistes et qui admettent des tas de ruptures technologiques du style stockage du carbone, du style biocarburant, etc., même dans ceux-là, le nucléaire ne représente que quelques pourcents de la solution. Et puis que ça impose de passer, si on le fait, à des nouvelles générations de nucléaire qui elles-mêmes ne sont pas sans danger. La fusion, on sait que c'est pour 2080 ou 2100, ça a des tas d'effets pervers, mais c'est pas, on est trop pressé pour pouvoir s'en servir. Si ça ne donne des solutions que vers 2080 ou 2100, on sera déjà tous morts avant parce qu'on aura trop chaud, donc ça ne marche pas. Bien. L'incertitude sur les coûts futurs du nucléaire est telle que c'est pas facile de décider pour un État de démarrer là-dedans. Le pas d'investissement pour entrer dans le nucléaire est considérable. Il faut commencer par dépenser une dizaine de milliards de dollars pour former les gens et s'acheter la première centrale. C'est un pas difficile à franchir par rapport à des systèmes beaucoup plus décentralisés. Et puis il reste la probabilité qui n'est pas négligeable d'avoir dans les 30 ans qui viennent un certain nombre d'accidents majeurs. Autrement dit, le jeu ne vaut pas tellement la chandelle, semble-t-il. Enfin, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'on vous dit, ah oui, mais alors on va crever. On s'en sort. Vous voyez qu'avec le nucléaire, on risque d'en crever quand même, puisque c'est une très faible solution du total. Alors moi, je pense qu'on peut s'en sortir, mais ça suppose un effort majeur. Un, de sobriété. Et cette sobriété, elle suppose d'abord de s'attaquer aux plus riches que nous sommes dans nos sociétés et aux plus riches des sociétés. Car il y a une liaison considérable, en France par exemple aujourd'hui, entre le niveau de revenu du Français et sa consommation énergétique. Si on inclut dans sa consommation énergétique les produits importés qu'il s'achète ou les services qu'ils s'achètent et qui eux-mêmes contiennent de l'énergie, on s'aperçoit que, par exemple, les 20% les plus riches des Français, qui en gros ont un revenu un peu supérieur à 3 fois celui des 20% les plus pauvres, ils consomment 2,9 fois plus d'énergie totale que les pauvres. Donc il faut cogner sur les riches, dont je suis.
Parce que 20% des riches, on est assez vite dans les 20% des riches. Hein. C'est vrai, quoi. Bon, bien. Donc, manifestement, on ne s'en sortira pas si on n'incite pas très fortement à la sobriété en commençant par les plus riches. Parce que sinon, l'exemple est tel que tout le monde voulant être comme le voisin, on continuera pareil. Il faut un effort d'efficacité énergétique majeur sur les produits que nous utilisons pour rendre les mêmes services avec beaucoup moins d'énergie dedans, ce qui veut dire des politiques industrielles qui ne sont pas des politiques pour vendre du courant électrique ou vendre du gaz, mais pour économiser du gaz et économiser de l'électricité. Et puis d'extension des renouvelables à un rythme suffisamment rapide, ce qui suppose aussi de décentraliser terriblement nos sociétés, de faire des réseaux intelligents électriques, etc., qui ne sont pas du tout dans les mœurs d'aujourd'hui. Donc, tout ça est faisable, mais vous voyez que ça suppose une évolution culturelle majeure de notre part. Ça ne pose pas de problème de technique majeur, ça ne pose pas de problème économique majeur, ça pose vraiment des problèmes de société. Voilà.